On aborde maintenant la dernière partie. Alors je devais vous parler de la mondialisation, mais je crois que je vais couper court et je ferai une autre vidéo dédiée à ce sujet. Donc je vais résumer la conclusion de ce que je souhaitais normalement développer. La mondialisation favorise le mondialisme. Le mondialisme, on l'avait défini, il comprend la libre circulation des hommes, donc une certaine immigration incontrôlée et chaotique, selon les besoins du marché et non plus selon les besoins, selon l'harmonie et le bien-être des peuples. Et cette immigration incontrôlée, donc stratégie du grand capital, amène naturellement le multiculturalisme. Alors je vous ai fait quelques cartes pour essayer de vous expliquer la situation. Alors cette première carte déjà, je vous rassure, c'est ce qui n'arrivera jamais, sauf si nous devenions des robots sans âme. Alors c'est peut-être l'avenir de la planète, qui sait. Ça serait la réalisation du projet transhumaniste où les robots viendraient remplacer l'humanité. Donc ça donnerait cette carte. Et je vous ai fait un petit parallèle avec celle proposée par Facebook sur sa page d'accueil de connexion. La deuxième carte, ce serait vraiment pas de chance, ce serait que tous les pays seraient sous une dictature identitaire différente, et donc il n'y aurait plus de différence et de diversité tolérée à l'intérieur même d'un pays. Encore une fois, je ne pense pas que ça puisse arriver un jour. Troisième carte, on se rapproche un peu de la réalité, on n'y est pas encore. Là, c'est mon utopie personnelle, on va dire. Le jour où cette carte existera, ça signifiera qu'il y aura la paix sur Terre, dans tous les pays, et qu'on aura maîtrisé les effets négatifs de la mondialisation. J'espère que vous voyez la différence avec la carte précédente. Ici, on respecte la diversité de chacun au sein de chaque pays, tout en préservant la sensibilité historique et culturelle, justement, de chaque pays du monde. Alors si vous vous posez la question pourquoi sur la carte je n'ai coloré que 5 pays, c'est simplement pour aller plus vite et schématiser. Mais bien évidemment, vous devez vous imaginer que chaque pays devrait avoir sa propre couleur avec sa propre diversité. Et ne cherchez surtout pas à transposer avec des données réelles. D'accord ? C'est vraiment schématique ici. On va maintenant zoomer un peu sur la France, car je vous ai dit que ça c'était mon utopie personnelle. En réalité, là aussi, ça n'arrivera jamais, parce que tout simplement, vous avez toujours une catégorie de personnes étrangères, avec des sensibilités différentes qui viendront sur votre territoire, sans que cela n'impacte véritablement la sensibilité française. Par exemple, les touristes, les affairistes, les dirigeants politiques des autres nations, les diplomates, les commerciaux, les transporteurs, etc., etc. Toutes ces personnes étrangères que je viens de citer ont peu d'influence sur la culture française, tout simplement parce qu'elles ont peu d'interaction avec le peuple français, elles ne sont que de passage pour un temps limité. Et en temps normal, elles ne sont pas là, elles ne sont pas censées être dans une démarche idéologique. On rajoute un peu de complexité. Alors, il faut prendre maintenant en considération l'immigration, qui eux aussi, d'accord, les nouveaux arrivants, à leur arrivée, ne sont pas encore imprégnés de la sensibilité française. Alors ici, on va parler en dehors du cadre de la mondialisation. D'accord ? Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils soient assimilés. En général, plus ces nouveaux arrivants sont jeunes et plus ils sont socialisés, plus l'assimilation est rapide. Remarquez que je parle d'assimilation, non pas d'intégration. Car lorsqu'on assimile, on prend la personne dans son entièreté dans le groupe. Et son assimilation vient apporter quelque chose de nouveau, si bien qu'elle vient modifier légèrement la sensibilité du groupe. Par exemple, lorsqu'on dit qu'on a assimilé quelque chose, ça veut bien dire qu'on l'a comprise. Alors que lorsqu'on intègre, on laisse entendre qu'il existe toujours deux parties distinctes, il y a une forme d'hétérogénéité, en quelque sorte c'est « je ne te comprends pas mais je te tolère ». Et ça, moi, personnellement, ça me dérange. Ce n'est pas l'esprit, en tout cas républicain, sur le modèle français. Alors, lorsqu'on parle d'assimilation ou d'intégration, ici, on parle au niveau culturel, d'accord, qu'on se comprenne bien, et non pas au niveau religieux. Alors, je considère, moi, personnellement, que ceux qui sont nés en France sont directement assimilés.
À partir du moment où tu es né en France, tu as été à l'école de la République, tu vis déjà français. Sauf que ça, encore une fois, c'est dans un monde idéal, sans mondialisme. Maintenant, la réalité d'aujourd'hui, alors ça aurait été une carte trop difficile à réaliser, et vous n'auriez rien pu voir à l'écran, donc je n'ai pas su la simplifier. Alors je vais être obligé de la verbaliser, ça va être à vous de l'imaginer. Déjà, commencez par comprendre que c'est dans l'intérêt du capital que le flux d'immigration ne cesse. D'accord, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, je n'ai pas pu vous le démontrer en début de vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait court et j'ai fait un résumé de la mondialisation. Mais je ferai, si Dieu veut, une autre vidéo sur ce sujet. Mais vous devriez comprendre que dans un projet ultra-libéral, il y a la libre circulation des hommes, d'accord? Ça, vous devriez avoir compris. Et si vous continuez à faire entrer constamment des gens sur notre territoire, qui n'ont pas notre sensibilité, vous avez beau avoir une tradition de pays d'accueil, au bout d'un moment, les retardataires dans l'assimilation, plus les nouveaux arrivants, eh bien tout ça, ça ne va plus pouvoir s'assimiler. Et c'est pire encore lorsque vous ajoutez du chômage, donc des difficultés à la socialisation. Vous favorisez le regroupement familial, vous faites vivre les nouveaux arrivants dans les banlieues, les lieux bannis de la République. Vous les faites vivre ensemble dans les zones HLM, les quartiers, à l'extérieur des villes, quoi. Vous faites des écoles dans lesquelles vous les regroupez, même ceux qui sont nés en France mais qui ont des parents encore peu assimilés, donc qui vivent encore dans un environnement peu assimilé. Vous ajoutez du racisme et des événements qui les renvoient sans cesse à leur origine, le sentiment de rejet qu'on fait naître chez eux. Et bien avec tout cela, ils n'éprouveront plus le besoin de s'assimiler. Et ils répudieront même la culture française pour certains. Et comme ils sont suffisamment nombreux pour pouvoir créer une communauté, une micro-société, ils vont pouvoir vivre avec leur culture d'origine sur le sol français. Et là, on ne peut plus donc assimiler culturellement, on est obligé d'intégrer et on rentre dans le multiculturalisme. Donc bien comprendre qu'on ne peut pas faire de politique d'assimilation ou d'intégration. Ce ne sont pas des décisions politiques, c'est tout simplement qu'on subit le flux migratoire, dont on a décidé qu'il ne serait pas contrôlé, pour des raisons capitalistes. La seule chose que nous pouvons faire, c'est soit fermer le flux pendant un temps, pour laisser justement le temps aux nouveaux arrivants de s'assimiler, parce que s'assimiler, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, d'accord? Et ça peut même prendre plusieurs années pour certains. Et comme j'ai pu le dire, plus on est jeune, plus c'est facile. Alors qu'au contraire, plus on a de souvenirs positifs de son pays d'origine, et plus c'est difficile de s'assimiler dans le pays d'accueil. D'ailleurs, il y a des gens qui tombent malades à cause de ça, donc il ne faut pas croire que l'immigration soit une bonne chose. Vous savez que le déracinement est déjà une violence pour celui qui émigre. Je vous invite à aller voir un psychanalyste qui s'appelle Hamid Salmi, qui a travaillé sur les pathologies psychiatriques liées au déracinement. Comment certains pères de famille, après avoir émigré, se retrouvent malades de ne plus posséder le rôle que l'anthropologie d'origine leur conférait en tant que chef de famille, etc., etc., etc. Et arrivés en France, ben, ils sont dans une société qui ne reconnaît pas leur place en tant que telle, et cela provoque des pathologies, si vous voulez. Et la situation en France est encore bien pire que cela, parce que ce que je vous ai décrit là se passait déjà un peu avant la mondialisation. Alors aujourd'hui, même ceux qui sont assimilés, eh bien le mondialisme vient brouiller leur identité pour qu'ils ne se sentent pas français. Et le mondialisme d'ailleurs déracine aussi les Français dits de souche entre guillemets. Plus ils pensent qu'ils ne sont pas succulents, ça devrait vous expliquer définitivement ce que veut dire succulent. Et pourquoi vous arrêtez pas de mettre débile là Débile. Pas débile, mais bile là. Toujours des noms bizarres là. Pourquoi vous mettez pas... C'est pas du tout un nom bizarre, c'est un nom de président américain récent, je te rappelle. Ouais, mais pourquoi vous mettez pas Aïssata ou Rachid ou Mohamed ou... Vous mettez tout le temps des noms de pathos aussi. C'est quoi des noms de... Des noms de... Babtou. C'est quoi Babtou quoi?
C'est-à-dire de français, Français. c'est franc. Mais t'es pas française, toi, Esmeralda? Non, moi je suis pas française. Ah Hein. bon? Bah ouais. Ah, j'étais pas au courant. En fait, je suis française, mais je suis pas fière de l'être alors. Ah, Je très crois que bien. je Mais suis tu sais, française. moi non plus, en fait. Hein. Moi non plus, je suis pas fier d'être français. Hein. Mais pourquoi vous mettez toujours des noms comme ça, là? Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas fier d'être français? Parce qu'on a honte de nos politiques, on a honte des programmes culturels, notamment de tout ce qui est diffusé à la télévision, on a honte de nos intellectuels, on a honte de nos médias, etc., etc. Et on a honte de toutes ces choses totalement déconnectées de la réalité. Et pourquoi donc on a honte? Tout simplement parce qu'on oublie que nous aussi, nous sommes français, et peut-être que nous représentons mieux la France que l'image médiatique fabriquée de la France, justement, à laquelle ils souhaiteraient nous rattacher. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que le sentiment national, la fierté d'être français, renaît un petit peu lorsqu'il y a des événements tragiques comme des attentats terroristes. On l'a vu avec l'événement Charlie et les drapeaux français qui sont sortis. Donc on suscite le nationalisme, mais c'est un nationalisme qui n'est pas raisonné, qui est très passionnel, et il peut malheureusement conduire à l'ultranationalisme très facilement, et on l'a vu surtout avec les amalgames faciles qui sont faits. Et en réalité, ce phénomène, il est très logique, d'accord? Parce que qu'est-ce qui forme un peuple? J'avais déjà cité dans ma vidéo précédente le fait que nous partagions justement une langue commune sur un même territoire. Mais on peut citer aussi l'histoire, et même l'histoire récente, d'accord? Le terrorisme, en tout cas un acte terroriste, c'est déjà un événement qui rentre dans l'histoire. Et un acte terroriste sur le territoire français touche aussi la sensibilité des non-assimilés, ou en tout cas de ceux qui ne se sentent pas assimilés, parce qu'ils savent que ça aurait pu être eux à la place des victimes, ou un de leurs proches. Mais en plus, le fait de regarder ou de lire les mêmes médias français qui ont traité le sujet du terrorisme d'une certaine façon qui va influencer leur perception et modifier en quelque sorte leur sensibilité et leur proximité avec les Français. Et c'est donc dans ces moments-là qu'ils comprennent ce que signifie l'expression « être dans le même bateau ». Et pour faire une parenthèse très rapide sur le terrorisme, lorsque vous regardez les profils psychologiques des terroristes, justement, c'est souvent des Maghrébins ou des jeunes issus des banlieues. Alors pourquoi? Alors il ne faudrait pas essentialiser ou racialiser la question, évidemment, que ce n'est pas parce qu'ils sont Maghrébins qu'ils ont commis des actes terroristes, évidemment que non, mais c'est parce que souvent ces jeunes de banlieue, ce sont eux qui sont les plus vulnérables et les plus susceptibles d'être la proie de tous les courants mondialistes qui traversent la France. Et à l'origine de tout ça, il y a déjà des problèmes identitaires, souvent accompagnés de délinquance, etc., plus ou moins importantes, et qui finissent par devenir des problèmes psychiatriques. Donc d'un côté, par exemple, vous avez le multiculturalisme des banlieues, de l'autre, le mondialisme hégémonique américain qu'on trouve et qu'on diffuse à la télévision française. Vous rajoutez le fait qu'ils ont grandi dans des écoles où ça certainement était difficile de leur transmettre et de les mettre en contact avec la culture française, dans le cas où ils ont été assidus, c'est-à-dire qu'ils se sont présentés à l'école. Vous ajoutez 2 ou 3 théories du complot diffusées sur Internet, sur les réseaux sociaux, une idéologie djihadiste pour leur donner un sens dans leur vie, et vous avez un cocktail explosif. Par exemple, dernièrement, on a eu une prise d'otage à Trèbes, d'accord ? Il y avait eu aussi une prise d'otage avec Amédi Koulibaly, dans le magasin Hyper Cacher. Mais je vous pose la question à vous, Français, en règle générale, parce que ces jeunes, ils ont grandi en France. Où est-ce que la première fois de votre vie, vous avez entendu parler de la notion de prise d'otage ? Parce que la prise d'otage, c'est un procédé totalement inconnu du droit musulman, d'accord ? Donc lorsqu'on se revendique de Daesh et qu'on fait une prise d'otage, d'accord, ce n'est pas très islamique, ce n'est pas très musulman, tout ça. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on trouve dans la culture française, ni même dans la culture maghrébine. Alors d'où ça vient ? La réponse, elle est simple. Pour la majorité d'entre vous, la prise d'otage, vous l'avez découverte dans les films d'action américains
qu'on nous diffuse à la télévision française. Eh bien c'est pareil pour ces jeunes de banlieue. Posez-vous la question pourquoi la télévision française nous diffuse majoritairement des films et des séries américaines. Tous les ans, on a les mêmes films, les Rambo, les Rocky, les Terminator, les Aliens, etc. Et j'en passe. On essaye de nous imprégner de la culture américaine à travers ces films, et même une certaine culture de la violence, comme si les autres pays, plus frontaliers d'ailleurs, n'avaient pas de culture de cinéma. Qu'en est-il du cinéma italien? Qu'en est-il du cinéma allemand? Qu'en est-il du cinéma espagnol? Etc., etc. Alors si on continue dans cette direction, avec le multiculturalisme, on risque tôt ou tard, et pour dire vrai, ça a déjà commencé, la France risque de ressembler à cette carte. Alors je ne vais pas vous la décrire, vous la voyez. Alors certains vont dire, bah c'est génial parce que c'est la diversité. Ok, on dézoome, et là qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on perd notre diversité culturelle, d'accord, et collective, que les frontières n'ont plus de raison d'être, que les frontières n'ont plus de sens, et en réalité, ce qui risque d'arriver si on va dans cette direction, c'est de faire monter le communautarisme ethnique, et les communautaristes en général. Ce que nous dit le psychiatre, il dit, dans des années, il n'y aura plus de normes, nous serons tous des exceptions, et ce sera peut-être difficile à gérer. Et moi, je lui ai répondu, mais attendez, monsieur, si nous sommes tous des exceptions, il n'y a plus d'exceptions, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. On a un magma informe de gens paumés parce qu'ils n'ont plus d'identité, et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas difficile à gérer, c'est extrêmement facile à manipuler. Et ça, en tant que psychologue, c'est un message fort. Si on détruit les repères des gens, ça donne des gens paumés, faciles à manipuler. Dans les années 90, j'ai été amené à enseigner une théorie du management qui s'appelle le chaos management. Le chaos management, c'est casser les repères des gens pour les rendre plus créatifs et productifs. Mais ils sont aussi plus faciles à manipuler. Et cette théorie, j'en entends plus beaucoup parler en tant que théorie, mais en revanche, je la vois appliquée partout, que ce soit dans les entreprises ou au niveau politique actuellement, casser les repères des gens. Ça rejoint la prédiction de Marx. Marx disait « le capitalisme détruira tout ce qui s'oppose à lui ». Donc toutes les structures anciennes, les nations, les familles, etc., sont en train d'être brisées à travers le monde, soit par les guerres, soit par l'immigration, soit par... etc. Si vous comprenez que le multiculturalisme, c'est la conséquence d'un flux migratoire trop important, plus un laissez-passer des courants mondialistes quels qu'ils soient, en raison d'une mondialisation non maîtrisée, puisque stratégie du grand capital, vous comprenez qu'on est en réalité en train de détruire la nation France et la culture française. Et on peut le voir avec l'impact négatif sur la langue française, car il n'y a pas d'enrichissement en réalité avec le multiculturalisme, d'accord? Le mélange culturel, c'est une science, on ne peut pas faire n'importe quoi. Sinon, on risque de s'enliser dans la médiocrité, et on risque même de faire naître des conflits inutiles. Je vais vous citer très rapidement Kémy Séba, qui est un exemple, on va dire, de personne victime du multiculturalisme, d'accord, et qui n'a jamais su, en tout cas, se sentir français. Alors, je vous cite, « Pas besoin de faire maths sup, maths spé pour savoir que multiculturalisme égale multiconflit. S'il passe à l'échelle personnelle, dans toute une société, le multiculturalisme ne passe pas. » Alors, Kémy Séba, qui est une personne très courageuse, très engagée aussi, dont je vous invite à lire ses ouvrages. C'est une personne qui assume ses propos et qui va jusqu'au bout de ses idées, justement, qui fait suivre ses propos par ses actes, ce qui est très rare, et c'est pour ça que c'est quelqu'un de très courageux. Alors si on revient rapidement sur la langue française, et l'exemple avec l'utilisation d'expressions et de mots arabes que l'on emploie dans certains quartiers en France. Alors ce sont des mots ou des expressions qui peuvent être à l'origine neutres ou même être dans un langage soutenu dans la langue arabe, mais qui en français sont considérés soit comme de l'argot ou relevant du registre familier. Ce n'est donc pas un enrichissement. Et la différence avec les mots de la langue française d'origine arabe, importés à la Renaissance ou au Moyen-Âge, en fait c'était des mots qui faisaient référence à ce que uniquement le monde arabe produisait ou pouvait fournir, à la différence d'aujourd'hui où on est dans le langage hyper mondialisé, un langage cosmopolite,
où on utilise 3 langues dans une seule et même phrase, uniquement pour se donner un genre. Donc je vais devoir faire des précisions de vocabulaire. La France est naturellement multiculturelle, mais elle n'est pas multiculturaliste. D'accord ? Multiculturelle dans le sens où on ne vit pas de la même façon en Bretagne, en Alsace, à Marseille, à Lille ou à Toulouse. D'accord ? On a des coutumes, des traditions, des patois, des accents, etc. Tout ça, c'est un héritage multiculturel, autochtone, on va dire, d'accord, qu'il faut préserver puisqu'il s'est développé dans son milieu naturel. Maintenant, lorsqu'on parle de multiculturalisme, en France, tout le monde comprend qu'on parle de culture des immigrés, d'accord ? Et on parle donc de culture exogène importée en France. Que ce soit des cultures maghrébines, la culture américaine, différentes cultures européennes, asiatiques, etc. Et donc là, moi j'assume et je dis, oui, ça risque de créer des incompatibilités naturelles, d'accord ? Dans ce cas-là, je suis d'accord avec Kémy Séba, car une culture, c'est quelque chose qui s'est développé dans un environnement précis et qui ne peut fonctionner que dans un environnement similaire avec les mêmes paramètres, les mêmes conditions. Alors je vais faire un lien avec l'islam, parce que depuis tout à l'heure je n'en parle pas, mais c'est un peu comme l'histoire de l'arbre dans le Coran, d'accord ? Dans le Coran, nous l'avons dit, l'arbre, c'est le symbole de l'enracinement, d'accord, qui se nourrit du milieu dans lequel il vit pour produire des fruits. Très bien. Mais dans la réalité, vous savez qu'il y a plusieurs types d'arbres, d'accord ? En fonction des régions du monde et du climat, donc en fonction de l'environnement. Or, le prophète, dans une célèbre parole rapportée, il nous a comparé, en tout cas il a comparé les croyants avec le palmier, c'est-à-dire qu'il a dit que le palmier serait à l'image des musulmans. Alors il y a eu plusieurs commentaires sur ce hadith, notamment sur la verticalité, mais en réalité comme le sont tous les arbres, d'accord, pas plus le palmier que les autres. C'est pour ça que je vais vous donner une toute autre explication. Le Coran ne précise pas le type d'arbre, en tout cas pas dans ce contexte, car le Coran est universel. Maintenant, le prophète, lui, sait très bien qu'il s'inscrit et qu'il vit dans une culture. Sa culture, c'est la culture arabe. Et dans ce hadith, lorsque il dit que le musulman est comme un palmier, en réalité, il prend cet exemple parce qu'il s'adresse aux premiers musulmans qui sont de culture arabe. Et le palmier est un exemple qui correspond à leur sensibilité, d'accord ? Mais malheureusement, tous les musulmans ne sont pas arabes. Donc par exemple, est-ce que comparer un musulman qui serait suédois, par exemple, le comparer à un palmier, est-ce que ça serait pertinent ? Est-ce que ça aurait une signification ? Non, on va plutôt lui parler du sapin ou des conifères, par exemple, qui sont plus adaptés à ces milieux, au milieu nordique. Si le palmier ne peut pas survivre dans un climat avec une faible température, est-ce qu'on doit en conclure que le musulman ne peut pas être adapté à ce milieu ? Si on accepte les interprétations passées, l'islam ne serait pas universel. Donc en réalité, c'est pour ça que le Coran ne donne pas de type d'arbre en particulier, en tout cas pas dans ce contexte, je précise, parce qu'effectivement, il y a des passages du Coran qui font référence à des arbres précis, mais comme il existe plusieurs types d'arbres en fonction de différents milieux géographiques, il y a des cultures différentes chez l'homme en fonction des lieux géographiques. Donc lorsqu'on parle de multiculturalisme, il faut bien comprendre de cultures exogènes venant s'implémenter en France, non assimilables. Comme le palmier n'est pas adapté à certains milieux, il y a des cultures qui ne sont pas adaptées en France. Et donc ce multiculturalisme va nécessairement augmenter les sources de conflits. Et il est à déplorer aujourd'hui que les musulmans se comportent en communautarisme. Il y a aujourd'hui des mosquées turques, des mosquées algériennes, des mosquées marocaines, etc. Donc non seulement c'est contraire à l'islam, mais en plus c'est contraire au projet républicain en temps normal. Bon. Et pourtant c'est toléré. Donc le multiculturalisme entraîne la revendication de communautés ethniques ou identitaires. Et quand je dis ça, il ne faut bien évidemment pas forcément vous sentir visé, d'accord ?
Si vous êtes par exemple d'origine maghrébine, il se peut que vous ne soyez pas communautaire, que vous vous sentiez français, que vous compreniez ce que cela signifie, que vous êtes assimilé en quelque sorte, d'accord, mais vous n'empêcherez pas malheureusement les gens de se former en système communautaire. Si on continue dans cette direction. Alors très important, je reviens sur cette notion d'ethnicité, d'accord, qu'il faut bien définir. Alors, je considère personnellement que l'ethnie française est multiculturelle, mais uniquement faite donc, de cultures autochtones. Et l'ethnie française n'est évidemment pas basée sur la couleur de peau. Hein. Si vous avez compris autre chose sur mes cartes tout à l'heure, c'est que vous n'avez rien compris. Évidemment, l'identité française n'est pas une identité génétique. D'accord, il ne faudrait pas racialiser l'identité française. Si ça serait une identité génétique, ce serait en quelque sorte matérialiser l'identité française. Ça serait basé sur l'apparence, encore une fois. Ce serait une identité très réductrice. Maintenant, c'est aux personnes issues de l'immigration et qui souhaitent vivre en France d'essayer d'adopter ce logiciel-là, cette façon de penser, de réorganiser vos catégories cognitives afin que vous vous sentiez bien en France et que cela se suive après dans votre comportement. Alors la France est tellement affaiblie culturellement et économiquement qu'elle se fait attaquer par les lobbies étrangers qui financent des faiseurs d'opinion et des communicants en ciblant des populations vulnérables. Généralement les plus pauvres, les basses classes sociales. Alors soit pour des projets politiques comme le sionisme, soit pour agrandir leur marché. Et c'est pour ça que dans la dernière carte que je vous ai montrée, le déracinement par le mondialisme touche aussi les Français dits de souche, entre guillemets, qui méconnaissent leur propre culture, simplement parce que tout l'environnement, du divertissement, etc., nous pousse à ne pas nous y intéresser. Même l'école a du mal à nous donner cet amour de la culture française, tout simplement parce que l'influence de la télévision, ou même d'Internet aujourd'hui, est plus forte que celle des professeurs. Et donc ces courants mondialistes, d'accord, ces communicants, sont là pour nous vendre des produits qui ne sont pas français. Ils nous aspirent vers des cultures étrangères et modifient notre sensibilité environnementale. Et le contexte de la mondialisation est en leur faveur, donc ajoutez-y une immigration incontrôlée et vous avez un pays totalement incohérent, fragmenté, multiculturaliste, avec des revendications de plus en plus communautaires et identitaires. Alors moi, mon but lorsque je fais la vidéo sur l'attribution des prénoms français, et que je lance un petit pic aux Français d'origine maghrébine, encore une fois, ce n'est pas par chauvinisme ou par plaisir mégalomane. D'accord ? Je n'ai aucun intérêt, en fait, ça changera absolument rien à ma vie si les Maghrébins continuent à se donner des prénoms arabes. Mais moi, le but, c'est de faire bouger les curseurs, les sensibilités, essayer de vous faire prendre conscience de certaines choses et de proposer des solutions pour apaiser les tensions en France face au mauvais côté de l'immigration, d'accord, qu'il ne faut pas nier, apporté par le mondialisme, qui affaiblit culturellement de la France et qui peut mener malheureusement au choc des civilisations, d'accord. Donc j'en ai pas beaucoup parlé, mais vous comprenez. Donc cette solution que je propose par le constat que la communauté maghrébine, globalement, comparée aux autres communautés, résiste beaucoup plus à l'assimilation, et c'est donc elle qui est le plus victime du multiculturalisme. C'est-à-dire que beaucoup sont assimilés, mais ils ne le ressentent pas comme tel, pour tout un tas de raisons que j'ai déjà pu évoquer en début de vidéo. Ils ont grandi en France, ils sont nés en France, mais on leur a tellement fait croire qu'ils ne l'étaient pas, qu'ils l'ont cru. Et ça, par exemple, était le cas de Kémy Séba. Alors, je ne prétends pas avoir la vérité tout entière. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Et peut-être que, finalement, le cas de Kémy Séba exprime quelque chose que, effectivement, il n'était pas assimilé, il ne se sentira jamais assimilé, et qu'il n'était véritablement pas assimilé. Et donc, moi, je peux comprendre toutes ces résistances au niveau de l'assimilation, notamment sur les prénoms français. On peut voir qu'il peut y avoir une pression familiale, d'accord, avec la perception de la famille, comme
va être perçu si on commence à donner des prénoms français, alors que dans toute la famille, on a toujours donné des prénoms arabes. Et effectivement, une chose que je n'ai pas précisée dans ma vidéo sur les prénoms, c'est que les enfants ne sont pas des instruments. D'accord? Donc il faut bien évidemment que lorsque vous donnez des prénoms français, vous ne le faites pas dans un but militant, mais que vous le faites de façon naturelle. D'accord? Il faut que ça soit sincère. Et donc je peux comprendre dans la situation actuelle dans laquelle on se trouve en France, que pour certains ce soit encore difficile. Alors je reviens une dernière fois sur le mondialisme arabe, conséquence du multiculturalisme toléré en France. À l'échelle individuelle, ce n'est pas un problème, comme le disait d'ailleurs Kémy Séba. Donc mon discours n'est pas de vous empêcher d'aimer la culture arabe ou d'aimer d'autres cultures, d'accord? Ou même d'en être des spécialistes. Moi-même, par exemple, j'aime bien écouter les anachides, les chants religieux musulmans en arabe. J'écoute bien évidemment les récitations du Coran en arabe pour essayer de l'apprendre par cœur. Mais ne négligez pas la culture de votre pays. D'accord? Tout simplement pour comprendre ne serait-ce dans quel monde vous vivez. Et même ne serait-ce que le petit monde dans lequel vous vivez, à votre échelle. On ne vous demande pas de comprendre comment fonctionne le monde. D'accord? Mais vous n'avez pas à importer la culture arabe en France sur la place publique, en la confondant avec l'islam. C'est ça le plus dérangeant. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que l'islam est incompatible avec la France, en réalité, on ne parle pas de l'islam religieux ou spirituel, d'accord? On ne parle pas de l'islam du Coran et de la Sunna. Mais c'est bien cet islam culturel du monde arabe qui, lui, n'est pas compatible. Le rapport de tout ce que je viens de dire dans cette vidéo avec Israël et la Palestine. Alors c'était ça le sujet initial. Alors je vais vous faire une conclusion générale de l'ensemble des vidéos et vous comprendrez le lien avec justement cette vidéo avec le multiculturalisme. Alors conclusion. Nous sommes touchés par les conséquences monstrueuses et effrayantes des bombardements israéliens ou des autres actes d'autres pays. On pourrait parler aussi des Rohingyas en Birmanie. Et nous pouvons les voir aujourd'hui en vidéo grâce aux nouvelles technologies de l'information comme Internet. Sauf que notre attention est dirigée vers l'extérieur, oubliant que notre pays, qui devait en temps normal peser politiquement et diplomatiquement sur ce genre de questions, sur la scène internationale, ne fait absolument rien pour empêcher cela. Donc au lieu de se mobiliser uniquement pour la Palestine, il faut essayer aussi de se concentrer pour reprendre les manettes du pays France, pour la justice, pour la liberté, pour les grands idéaux, afin de pouvoir faire pression sur Israël pour qu'il respecte tout simplement les résolutions de l'ONU et du droit international. Alors faire pression, comme ça a pu avoir lieu, il y a de ça pas encore si longtemps, avec l'Afrique du Sud en raison de sa pratique de l'apartheid. Israël est le dernier pays colonisateur au sens terrestre. On a vu que le sionisme s'était construit sur la propagande, sur un refus d'écoute des élites juives, et j'ai laissé entrevoir d'ailleurs l'idéologie du Grand Israël, sans la développer. Sauf que pour y parvenir, ils ont besoin de la complicité des dirigeants des nations. Et ils ont besoin aussi d'affaiblir culturellement chacune d'entre elles. Raison pour laquelle vous avez des lobbies pro-israéliens un peu partout sur la planète. Ilan Pappé, dont on a traduit ce bouquin, La propagande d'Israël, explique comment Israël a construit tout un service, toute une agence pour la désinformation internationale. Ils font des modes d'emploi pour leurs journalistes, pour leurs artistes qu'ils exportent à l'étranger, quand on ne les boycotte pas, pour les hommes d'affaires, pour les diplomates. Comment manipuler l'opinion? Et c'est une chose que j'ai vue dans plusieurs affaires. Il y a un travail de la propagande sioniste d'Israël pour influencer l'opinion publique occidentale. Ici, ça c'est très très important. Et Ilan Pappé, qui est un historien et un professeur israélien, l'explique très très bien de l'intérieur. Et ça c'est très très bien. La France s'enlise dans la médiocrité, nos dirigeants actuels n'ont aucune crédibilité au niveau international, et ça ne fait que rendre Israël beaucoup plus fort.
Or, aujourd'hui en France, on se retrouve avec un multiculturalisme, conséquence des discours pro-israéliens, dont ils ont chéri les causes, notamment avec le SOS racisme, alors qu'aujourd'hui, les mêmes, exactement les mêmes, viennent stigmatiser le multiculturalisme, puisque comme je l'ai démontré, vous ne pouvez pas être contre la régulation de l'immigration et en même temps contre le multiculturalisme, car le second est la conséquence inévitable du premier. Et implicitement, ou voire même explicitement aujourd'hui, comme ils n'osent pas avouer à leur tort, donc c'est l'islam qu'ils visent, d'accord, dans la critique du multiculturalisme. On l'a vu dernièrement avec le soi-disant séparatisme islamiste en France, dénoncé par Alain Finkielkraut. J'aimerais bien, moi, qu'il me montre où est-ce qu'il est ce séparatisme, quelle force représente ce séparatisme islamiste, et en réalité, ils n'oseront jamais dire que le problème est culturel. Alors, ils préfèrent stigmatiser l'islam parce qu'ils savent que l'islam peut rendre sa grandeur à la France, et ça pourrait déstabiliser Israël. Remarquez d'ailleurs que Israël n'est pas multiculturaliste. D'accord ? En dehors de Jérusalem, il suffit de voir comment ont été traités les Falachas, les Juifs éthiopiens, qui ne sont pas acceptés, ce qui prouve que le sionisme, à la base, c'est véritablement un problème de Juifs occidental et ne concerne absolument pas tous les Juifs du monde. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Donc ce rabbin nous explique que l'islam serait le balai d'Israël. Et j'ai envie de dire que si les musulmans continuent à s'inspirer de l'islam d'Internet, de Cher Google et des courants d'Arabie Saoudite, ou de ne pas savoir faire la distinction entre ce qui relève du culte et de la culture, eh bien oui, cet islam tronqué, cet islam à l'arrière-goût de mondialisme arabe, sera le balai d'Israël en Europe. Et si leur prophétie juive est vraie, donc elle fait référence à Ismaël. Or Ismaël, ce n'est pas les musulmans, comme j'ai pu l'entendre à droite et à gauche, d'accord ? Ismaël, c'est les primo-musulmans, c'est-à-dire les Arabes. Or tous les musulmans ne sont pas des Arabes, et normalement les Maghrébins non plus ne sont pas des Arabes. Et donc c'est bien le mondialisme arabe, d'accord, la mentalité arabe diffusée à travers l'islam, déformée d'Internet, qui, elle, oui, balayera l'Europe et fera triompher Israël sur la Palestine si les musulmans ne se réveillent pas. On a terminé avec cette vidéo et avec l'exposé sur le sujet du conflit israélo-palestinien. J'ai fait un lien avec la France, très important, parce que tout simplement on est obligé d'en parler, que ce n'est pas les musulmans qui importent le conflit, mais parce qu'il y a un lobby pro-israélien qui lui importe le conflit, et donc on est obligé de faire le lien avec la France. Si vous ne faites pas ce lien, vous ne comprendrez rien à ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale et même sur les décisions, certaines décisions politiques en France. Alors j'ai essayé de regrouper un maximum de sujets qui fâchent dans cette vidéo. N'oubliez pas que le premier acte militant, c'est de s'informer soi-même, et n'hésitez vraiment pas à recouper toutes les sources. Regardez les infos alternatives, qui sont souvent des informations clés, occultées par les grands médias. Ne vous arrêtez pas sur l'étiquette nationaliste que j'ai pu me donner, d'accord ? Essayez de comprendre ce qu'elle retourne, sa définition, d'accord ? Et peut-être que pour vous, eh bien, vous pouvez donner une autre étiquette à cette définition. Alors, je crois que la prochaine fois, je vais enchaîner avec la question du vote musulman en France. Ça va me forcer à finir de rédiger mes arguments et mon petit livret sur cette question. Et je vous ai d'ailleurs donné quelques pistes déjà dans la vidéo précédente. Alors je vous dis à la prochaine. Si Dieu veut, à très bientôt.